Et écoutez bien. Lorsqu'on parle de tests unitaires, donc sont tests effectués par les développeurs. C'est un test qui s'effectue par les développeurs du système, c'est-à-dire les développeurs de l'application même. Donc, par exemple, si on développe l'application là comme étant étudiant, tout test qu'on fait pendant qu'on va faire application, il y a un test unitaire. Maintenant, un bêta test, c'est là que le fait par une équipe spécialisée. Et deuxièmement, le fait par la population, bien par une équipe euh, non spécialisée. C'est-à-dire que on parle au cas choisi, par exemple, avant que je dois faire une application pour UNA, mais avant que je mette publier l'application, je aller dans l'université UNA, pour tout étudiant, je fais un test sur l'application, je fais regarder est-ce qu'elle marche. Donc, je prends une équipe bien spécifique. Mais maintenant, mes bêta tests, c'est que ou doit une équipe qui spécialise tout, comme étant, on parle de les bêta-testeurs, pour faire test sur l'application. Parce que au départ, il faut remarquer qu'on peut se spécialiser comme étant testeur en informatique. Ou capable seulement faire une spécialité en test logiciel. Donc maintenant, on vient seulement là pour tester le logiciel, pour regarder est-ce que comment le logiciel a fonctionné, comment le logiciel a fonctionné. Donc maintenant, lorsqu'il y a besoin, avant qu'il publie en application, avant de commercialiser l'application, donc il y a comme étant testeur pour venir et faire test sur le logiciel là. Donc il dit que le bêta test est une phase de test d'un produit ou de logiciel. Donc réalisé avant sa mise en production ou sa commercialisation. Il consiste à faire tester le produit à un groupe sélectionné d'utilisateurs ou de testeurs dans le but de recueillir leurs retours, de détecter les éventuels problèmes, on parle de bugs, et d'apporter des améliorations avant la sortie officielle du produit. Donc, cela permet de s'assurer que le produit est prêt pour l'utilisation, pour son utilisation. Donc, maintenant, comme je vous ai dit, il y a plusieurs tests, il y a plusieurs types de tests. Je vais vous expliquer à tout à l'heure. OK, vous avez parlé de tests euh, unitaires, tests, le bêta-test, test d'intégration, il y a le test d'acceptation. Qui ça nous entend par test d'acceptation? Qui ça nous entend par test d'intégration? Donc, d'acceptation, en fait. Est-ce que vous m'entendez bien? Allô, allô? Hello, hello? Est-ce que vous m'avez recevoir? C'est sans internet, ben, problème. Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? Est-ce que vous entendez là? Allô, allô? Yeah, qui s'est passé? Hein? Oui, oui, qui s'est passé? Oui, oui, on est là. Ah, ok. Ok, ok. Qu'on y a là, ok.
Mais essayez de ranger les martons. Essayez de ranger les martons. Ok, essayez de ranger les martons. On vous attend. Ok, ok, ok. Ok, alors, est-ce qu'on me reçoit? Alors, alors, est-ce que ça marche? Ok, good. Oh, ok, pas de souci. Ok, good. Ok, il y a ce qu'on appelle la phase la phase, il y a ce qu'on appelle test d'intégration, il y a test d'acceptation, il y a test fonctionnel, il y a test système, il y a tant d'autres tests. Donc, vous allez faire des recherches sur ces différents types de tests. Donc, c'est extrêmement important. Mais bon, vous devriez suivre un cours sur la notion un cours de test logiciel. Malheureusement, je ne sais pas si cela peut se faire. Donc, il y a un cours spécial sur le test logiciel. Comment? Non, je ne dis pas que ce sera difficile. Donc, tout dépend du plan. Tout dépend de cursus universitaire. OK? Donc, on avance. Maintenant, après la phase de test, donc, il faut passer justement à la phase de livraison. Maintenant, quel est le rôle de la phase de livraison? On peut dire phase de livraison, bien phase de transition, ou bien phase de déploiement. Dans cette phase, on ne fait que fournir au client, au maître d'ouvrage, une solution logicielle. Donc, on donne des formations et on donne des assistances. De la phase de transition, c'est le moment des bêta-tests et du déploiement du logiciel. Donc, c'est une phase de déploiement, de transition, de livraison qu'on fait bêta-test. Donc, puisque vous avez le logiciel là, maintenant, pendant que vous soumettez le logiciel là, vous fait bêta-test et puis, si vous avez qui doit arranger, vous allez arranger et puis vous venez vous remettre le. Donc, dans la phase de transition, on fait du bêta-test.
comme vous savez, qu'est-ce que ça veut dire le bêta test. Donc, je vous ai dit que la phase de transition, c'est lorsqu'on soumet l'application avec les clients. On dit phase de transition, ou bien phase de livraison, ou bien phase de déploiement. Maintenant, après avoir livré le produit, le logiciel, donc maintenant, il faut passer justement avec la phase de maintenance. Donc, il faut faire des mises à jour. Maintenant, quel est le rôle de cette phase? Dans cette phase, la phase de maintenance permet de mettre à jour et améliorer le logiciel pour assurer sa pérennité. Dans cette phase, on ajoute aussi des nouvelles fonctionnalités. Tout dépend de la demande du client pour répondre, pour répondre avec des nouvelles exigences aux besoins du client. Donc, lorsque vous finissez de développer l'application, maintenant, il est capable de faire une mise à jour pour ajouter une autre fonctionnalité. Tout dépend de l'évolution de l'entreprise. Maintenant, Kounia, il va le payer en l'autre code pour que vous fassiez maintenant ça. Kounia. Non, non, pas payer. Parce qu'il n'y a pas qu'à seulement une maintenant ça qui pas bien. Parce que c'est un autre module lié, c'est un autre travail que lié. Maintenant, ça parle de contrat. On va lever des contrats. Contrat, doit dire que ou tout là pour que vous fassiez maintenant ce système. Non. Donc, chaque mois, si par exemple, si vous faites une application, vous soumettez et puis, il va aller encore, ou bien formation, fini. Maintenant, si contrat dit, ou bien formation, l'autre information, on va toujours, tout en, il a évolué à payer chaque mois. Donc, il y a toujours payé, il y a toujours payé équipe de développement. Laisse ça, pas une question, on va payer pour maintenance. Depuis que maintenance, il y a une créneau qui fait maintenance. Ok, good. Donc, c'est ça, et les différentes phases de développement d'une application. Maintenant, vous allez voir, maintenant, le cap à nous, on va aller de la phase de conception. Maintenant, c'est tout de ça. Donc, c'est toute phase. Maintenant, entrons directement dans la notion de. Donc, ça, c'est étape, en fait. Ça, c'est étape. Il y a étude de faisabilité, tout à fait. C'est la phase d'élaboration. On parle d'élaboration. Oui, oui. Sauf que le document, ça a une modification faite là-dedans. Il y a ma prévue le bon. Maintenant, on entre directement dans le modèle incrémental. Ouais, nous quittons tout modèle, on n'a pas un modèle incrémental. Maintenant, le modèle incrémental, qui est le cycle de vie incrémental, là, c'est là qu'il y est. Il dit que le modèle incrémental, le modèle incrémental, ben, l'approche incrémentale, permet de concevoir et livrer au client un sous-ensemble minimal et fonctionnel du système. Tenez bien ça dit. Il dit, le modèle incrémental là, lui permet que vous soumettre un sous-ensemble minimal et fonctionnel. Pourquoi ça dit minimal et fonctionnel? Parce que lorsque vous faites une tâche, c'est-à-dire qu'il y a un module dans l'application, vous faites vous fait étude de faisabilité pour lui, vous faites analyse pour lui, vous faites conception pour lui, vous développez, vous testez et vous intégrez. C'est-à-dire que vous déployez. Si on ne veut pas dire phase de livraison, on peut parler de phase d'intégration. Yeah, tout à fait, phase de déploiement. Maintenant, au fin de module, ça a fonctionné. Maintenant, il y a ça en sous-ensemble minimal. Donc, le modèle incrémental, donc c'est ça qu'on met que au bail, il y a un sous-ensemble minimal. Oui, par module, bien par incrément. Yeah, tout à fait. Tout à fait. Donc, on parle de les incréments fonctionnels. Donc, maintenant,
Deuxièmement, cela permet de procéder par ajout d'incréments minimaux jusqu'à la fin du processus de développement. Donc, cela permet de procéder par ajout d'incréments. Vous avez bien compris. Ils viennent faire un seul module, mais il vient mettre tout, il vient mettre deux modules qui ont fonctionné pour l'entreprise. Maintenant, qu'on a l'emploi travail sur un troisième, je finis de faire, m'analyser, le faire test pour lui, et puis m'intégrer. Son troisième. Ainsi de suite. Maintenant, nous parlons de il y aurait ça, itération par itération. Il y a tout à fait. Donc voici l'ensemble d'avantages du modèle incrémental ou itératif. Si vous parlez du modèle incrémental, on va dire modèle itératif. OK? Donc, le modèle incrémental ou itératif, c'est meilleure intégration du client dans le processus. Donc maintenant, lorsqu'on développe l'application, on doit intégrer le client là-dedans. On doit communiquer avec le client de temps en temps pour qu'on ait besoin. Parce que chaque module qu'on fait, on va parler à client. Donc automatiquement, l'application, ça, elle répond avec besoin. Deuxième élément, il y a tout à fait. Non, mais qu'on n'a pas oublié qu'on a toujours besoin de communiquer parce que de temps en temps, il y a d'autres besoins qui venir. Il y a d'autres analyses qui fait. Il y a d'autres. Donc, il faut toujours en question, il faut toujours en communication avec les clients. Donc, vous allez voir que dans le développement incrémental, il faut que l'équipe développe une bonne communication. OK? Donc, cela permet de répondre aux attentes du client ou répondre aux exigences du client. Donc, cela permet aussi de concentrer sur un module et le livrer de manière rapide. Donc, puisque son module qui n'a pas travaillé, donc tout le monde il concentrer sur un seul module ensemble. Tout développeur il concentrer sur un seul module. Ça va permettre que nous livrer un module là à temps. Donc, puisque il y a des gens qui travaillent sur conception, il y a des gens qui travaillent sur codage, il y a des gens qui travaillent sur analyse, il y a des gens qui travaillent sur test, qui fait test. Donc, là, ça, on va aller plus rapide. Donc maintenant, puisque le modèle incrémental lui permet une diminution des échecs, il permet de diminuer l'échec dans le développement. On regarde toujours pour nous aller plus vite. Il dit que amélioration de la qualité de l'usine. Cela permet d'améliorer la qualité de l'usine et ça permet de gérer de manière précoce des risques élevés. Donc ça permet de gérer les complexités et les risques. Donc en fait, pour continuer, donc, cela permet d'intégrer le client. Donc, on peut mettre un feedback client. Cela permet de réaliser un logiciel qui répond aux attentes du client, des acteurs, et gérer les complexités. Donc, c'est tout à fait la notion du cycle de vie de logiciel. Mais pour finir avec la notion de cycle de vie, pour finir avec cette partie-là, dans cette approche, le développement est organisé en une série de projets très courts, des durées fixes de 3 à 4 semaines. Donc, le modèle incrémental, il est fait par incrément. Chaque module qui il y a sa série de projets. C'est comme si premier partie que je faire, c'est un module, qui a 3-4 semaines maximum. OK? Il y aurait ça, itération. Chaque module qui me fait, il y a itération. Donc, le développement incrémental permet de développer une application itération par itération. Donc, c'est pourquoi on dit clairement que les résultats de chaque itération ou bien de chaque tâche, de chaque fonctionnalité est un système partiel, un système qui est partiel, un système qui est exécutable, testé et intégré. Ouais, puisque son système qui est partiel, qui est exécutable, testé et intégré. Donc, c'est là, on parle d'itération. Chaque itération est un système partiel, un système qui n'est pas finalisé, mais qui est exécuté, qui est testé et qui est intégré. Donc, c'est là l'objectif même du cycle de vie incrémental. Voilà. Donc, on dit que le modèle itératif
ou incrémental, cela croîtra, bien croît avec le temps de façon incrémentale. C'est-à-dire que croître, c'est-à-dire que augmenter, grandir de façon incrémentale, itération par itération. Donc, cette méthode porte le nom de développement itératif et incrémental. Voilà. Je ne sais pas si vous avez une question. Donc, je vous attends si vous avez des questions. Si vous n'avez pas de questions, on avance. Quelle heure il est? Hein? OK? 11 heures. 11 heures combien? 11 heures. Il est très tôt. Donc, vous avez quelques minutes de pause. On avance. À tout à l'heure. Vous avez 5 minutes de pause. Cinq minutes de pause. 5 ou 10 minutes. Même pas 5. Pas 10 minutes. Pas 10 pauses. Allez, on a commencé avec. On a commencé à moi. Donc, on a commencé avec 11h, 11h06, ouais. On commence à 15. On commence à 15, d'accord? Yeah.
Est-ce que je peux avancer? Allô? Allô, allô? Ok, on arrive. Là, ce que vous devez cerner, ok, good. Maintenant, il y a deux types de modélisation. Donc, puisqu'on va construire des modèles, maintenant, il faut savoir les types de modélisation. Il y a deux types de modélisation. Il y a modélisation par décomposition fonctionnelle et deuxièmement, il y a modélisation orientée objet. La, la modélisation par décomposition fonctionnelle, c'est le fait de décomposer la fonction globale jusqu'à obtenir des fonctions simples à appréhender et à programmer. Donc, puisque les développements incrémentaux des alphabets ils décomposent le système global en plusieurs sous-systèmes, en plusieurs sous-fonctions, pour qu'il soit capable d'aller de manière plus simple. C'est-à-dire, c'est la fonction qui donne forme au système. Mais il y a ce qu'on appelle le modèle, la modélisation orientée objet. C'est le fait de partir avec les objets du domaine, c'est-à-dire que, c'est qu'on t'a parlé tout à l'heure, les objets, par exemple, lorsque je développe une application pour l'université, je m'aller par étudiant, matière, cours, donc m'aller avec les objets du domaine. Je la concerne les objets du domaine. Et remonter vers le système global. Mais, mais ce n'est pas important de rester là trop. C'est là qu'il faut aller directement. Il y a trois façons d'appliquer UML. Il y a UML en mode esquisse, il y a UML en mode plan et il y a UML en mode langage de programmation. Il y a trois façons d'appliquer UML. On va utiliser UML, donc il y a trois façons. UML en mode plan, en mode esquisse et en mode langage de programmation. Maintenant, l'UML en mode esquisse, ça permet de créer des diagrammes incomplets et informels qui sont tracés à la main. Ils sont créés pour expliciter l'espace du problème ou de la solution. Très bien. Je vous ai dit que le mode esquisse permet de construire des diagrammes incomplets et informels, mais des diagrammes à la main. Comme si je choisis de tracer à la main, on parlait de diagrammes, il y a le mode esquisse. Maintenant, deuxième type d'IML là,
Deuxième élément pour appliquer là, c'est en mode plan. Ça veut dire. Donc, l'IML en mode plan lui-même, je crois que c'est le meilleur modèle. L'IML en mode plan, c'est permettre de créer des diagrammes de conception qui sont relativement détaillés, qui sont importants pour la pro-ingénierie et la rétro-ingénierie. Allez, faut que chercher le concept ça. La pro-ingénierie et la rétro-ingénierie. Allez, faut que chercher ça. La pro-ingénierie et la rétro-ingénierie. C'est extrêmement important. La pro-ingénierie et la rétro-ingénierie. Donc, faire ensemble, faire à part, donc faire la pro-ingénierie. Ok, la pro-ingénierie et la rétro-ingénierie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, ça marche? Ok, good. Et la rétro-ingénierie. Ok, donc vous avez pris la définition de manière générale, mais de manière spécifique dans le domaine de l'informatique. La pro-ingénierie, c'est génération du code à partir du diagramme. C'est le fait de générer des codes à partir du diagramme. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux construire un diagramme, mais à partir de ce diagramme en question, donc, je ne fais que générer du code. Donc, moi, générer ensemble de code. Donc, lorsque je génère le code, ça, donc, la permettre que moi, utiliser pour moi faire autre chose. Ça veut dire. Donc, la rétro-ingénierie, oui, tout à fait. Donc, c'est l'inverse de la rétro-ingénierie. La rétro-ingénierie même, c'est lorsque c'est génération, c'est générer du diagramme à partir du code. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir du code, par exemple, lorsque je fais un HTML, on commence à coder. Chaque code que je fais, je vais exécuter le mon interface, il va mon ensemble d'éléments. Même j'entends, je suis capable de prendre le diagramme, ça, je suis capable de choisir. On dit que je suis capable de un système qui permet de créer un diagramme. Maintenant, le fin de créer un diagramme, je cliquer sur le mal code. Donc, c'est ensemble de méthodes ça, donc, que nous va dire. Donc, ils permettent que vous développer de manière plus rapide. Lorsque nous pouvons arriver dans le niveau ça, lorsque je crée une application drag and drop, drag and drop, c'est comme si je crée un bouton, je prends, je crée un bouton, je prends, donc, l'application va aller rapide. Sans que je n'ai pas besoin de passer code pour me créer, pour me faire une application. Je seulement prendre
Donc, son application qui va être créer application à partir d'une interface graphique bien rapide, sans qu'il ne pas coder, passer code 1, 2, 3, 4. Par exemple, actuellement, vous avez utilisé beaucoup de langages de programmation qui ont de faire du HTML sans avoir codé. Donc, c'est là, diagramme va générer code et code permet de générer diagramme. Voilà, et n'a entré dans le cas ça. Mais YAML en mode langage de programmation, c'est lorsque vous êtes capable d'utiliser YAML pour programmer tout. Alors, oui, je suis là. OK. OK. Mhm. OK. Oui, oui. Non, on dit que pour qu'on t'aime, si on va comprendre. Lorsque je fais HTML, CSS, qu'est-ce que ça me fait? Je fais conception, concevoir. Mais pour me concevoir, à qui ça me concevoir? Avec Codio. Chaque fois que je passe Codio, il y a mon interface graphique qui est normale. Il génère une interface, une conception normale. Ça c'est codé pour me capable de générer un diagramme. Pour capable de générer une interface. Donc, quand on parle, oui, tout à fait. Oui, on capable de faire n'importe quoi avec interface graphique, avec langage lang. Donc, c'est, on peut créer n'importe quoi, on capable de faire design ou voulez. Oui, non. Répondez-moi, parce que, attendez, répondez-moi. Oui, d'accord, faut comprendre. Oui, 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 oui. En fait, vous relez ça en diagramme. Vous relez ça en conception claire. Mhm. Oui, ça c'est génération du diagramme. Oui, tout à fait. À partir du code, c'est la retour claire. Oui. Maintenant, on a pour ingénierie. Oui, oui, clair. C'est à partir du diagramme, on est capable de générer code. Ok, ça me là, qu'on a ça, on va comprendre, qu'on a parlé sur lui. Maintenant, qui ça qui passe? C'est que il y a des applications qui permettent de créer une interface graphique sans que ou pas passer code. Moi, il y a ça drag and drop, ça dit que je prends la gué dans le côté m'a créé là. Non, 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 pas pour l'autre site. Bon, application qui disponible pour que ou créer une interface graphique, drag and drop. Ou bien, créer un bouton, Excel, prend un bouton là, quand on a créé là, le fin créer l'exécuter. Non, attendez, non, il y a code de bouton à mettre là pour programmer. Oui, mais quand ou générer diagramme, non, ou générer interface à partir, ou générer code à partir de interface qu'on fait créer, ou pas contre code Dieu vraiment. Puisque pas contre code Dieu, ça nous là, puisque pas contre code Dieu, pas passer code Dieu, pas contre eux. Mais il y a possibilité, puisque pas contre programmer, mais il y a possibilité pour programmer plus rapide. Mais mais, hein, clair.
Yeah, tout à fait. Oui, mais c'est juste deux types de façons qu'appliquer. Ça, c'est. Mais ça qui est important, c'est qu'on est, comme on a dit, pour ingénierie, et on va comprendre tout. C'est qu'on ne peut pas bien manipuler la pro-ingénierie sans avoir bien maîtrisé la rétro-ingénierie. Parce que si on pas qu'on code, on pas capable de non interface ou à le créer puis pas modifier le code. Donc, il faut une connaissance de base qui est déjà la rétro-ingénierie. Est-ce que vous comprenez? D'accord. Donc, maintenant, il y a un mode plan, en mode langage de programmation. C'est lorsque on utilise UML et comme étant, c'est lorsqu'on utilise UML, on met ça pour nous. Donc, l'UML en mode plan, en mode langage de programmation, c'est lorsqu'on utilise UML comme étant un langage de programmation lors du développement d'une application. Donc, on peut utiliser UML directement comme étant un langage de programmation, mais sauf qu'il faut savoir que c'est un langage graphique. Mais on peut l'utiliser comme étant un langage de programmation graphique, comme on avait dit. Mais ce n'est pas ça qui est important, c'est l'UML en mode plan qui peut intéresser nous, je dis. Maintenant, on regarde pour il y a trois façons d'appliquer UML. Il y a trois façons pour appliquer UML. Il y a UML fonctionnel, il y a UML statique, il y a UML dynamique. Il y a trois façons d'appliquer UML. Hein. Là, là, yeah. Oui. Vous avez une question? Oui, mais lui-même, vous parlez de tout, ou capable de toujours utiliser comme étant langage de programmation, mais il pas bail même résultat avec leur créer même genre fait c'est ça acheter parce que lui-même la bail des résultats qui ont un rapport avec modélisation. La que attendez, la bord des interfaces qui ont un rapport avec la modélisation, comment modéliser. Donc vous allez voir comment modéliser. Donc c'est à partir de la modélisation, vous allez voir l'importance de ce langage. Yeah, good. OK, good. On dit qu'il y a trois façons d'appliquer UML. Trois manières, trois types d'UML. Il y a UML, il y a UML fonctionnel, il y a UML statique, il y a UML dynamique. Mais nous allons d'abord centrer sur l'UML fonctionnel. Donc, l'UML fonctionnel contient les cas d'utilisation. Premièrement, on vient de cas d'utilisation. Deuxièmement, on vient de diagramme de cas d'utilisation. Et troisièmement, on vient de diagramme de séquence. Tenez bien, et ça ne va le faire. Là, nous allons vous montrer comment on fait ça. Comment on est capable de créer un diagramme de cas d'utilisation. Non, comment on est capable de créer les cas d'utilisation. Deuxièmement, comment on est capable de créer un diagramme de cas d'utilisation et diagramme de séquence et qui ça veut dire. Après avoir eh, déterminé ou bien travailler sur la question du diagramme du UML fonctionnel, nous allons justement entamer avec l'UML statique pour nous allons entrer sur le diagramme de classe, comment créer des diagrammes de classe. Et puis, s'il y a le temps, nous allons centrer sur
le diagramme statique, dynamique, disons, dans lequel on trouve diagramme de tas de transition, il y a diagramme de collaboration, etc. Donc, c'est ça qui est important pour nous. Mais c'est ça, nous allons centrer dans le cours au départ. C'est construire des qualisations. Qui ça en qualisation? Construire un diagramme de qualisation et comment on est capable de construire un diagramme de cas d'utilisation. Donc, voici, ce sont les trois types d'IML. IML fonctionnel, statique, dynamique. Voilà. Maintenant, on regarde pour nous. Qui ça en qualisation? On commence à remettre quoi là? On commence à entraîner quoi? Qui ça en qualisation? Maintenant, soit le dit qualisation, c'est une qualisation. Avant de parler de qualisation, donc il faut savoir tout au départ, qu'est-ce qu'un scénario d'utilisation? Qu'est-ce que ça veut dire un scénario d'utilisation? Un scénario, c'est la description d'une interaction entre l'utilisateur et le système et permet à l'utilisateur de réaliser un objectif. Laisse-moi vous dire au départ, c'est que l'IML fonctionnel met l'accent sur l'aspect externe de l'application. Regardez bien, comment l'application fonctionne de manière externe, non pas interne. Regardez bien, comment l'utilisateur interagit de manière externe avec l'application. Par exemple, si je veux sur l'application, qui ça me fait avant? On a dit que je fais une application côté que je fais un menu inscription. Donc, là, l'étudiant arrivé, qui ça le fait avant? Donc, c'est le côté externe. Donc, nous allons étudier le côté externe de l'application, non pas le côté interne. Parce que l'application a un côté interne et externe. Donc, voilà voir ça. Donc, c'est le côté externe. Donc, on dit que la description, un scénario, c'est la description d'une interaction. Scénario, c'est lorsque je suis capable d'écrire une interaction qui fait entre utilisateur et système. Parce que chaque programme ou gain, donc, bon système, bon utilisateur. Utilisateur, là, la communication, bon interaction, bon communication, bon feedback qu'a fait. OK? Donc, entre utilisateur et système. Et permet de réaliser un objectif. Donc, c'est ça, un scénario d'utilisation. OK? Exemple de scénario d'utilisation. Donc, site de vente en ligne. Quand on site de vente en ligne, comme étant un système, les mots de système, on va faire commande, on va commander produit. En regardant la description. D'abord, le client s'authentifie. Client authentifié. Le client s'authentifie. Deuxièmement, qui ça le fait? Puis choisit une adresse et un mode de livraison. C'est-à-dire qu'il choisit qui bon pour y livraison et qui mode de livraison de fait. Maintenant, le système indique le montant total de la commande, de sa commande, et le client donne des informations de paiement. La transaction est effectuée et le système en informe le client par email. Donc, il faut penser que le scénario peut dérouler. Ce que vous devez savoir, pour expliquer, c'est que le scénario, c'est toute action qu'a faite du point de départ et jusqu'à finalité, interaction entre utilisateur et système. Lorsque l'utilisateur arrive dans le site de vente en ligne, qu'est-ce qu'il fait? Il authentifie, il connecte. Deuxième barre, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit le mode de livraison et qui ça va acheter tout ça. Et puis, le système nous dit l'équivalent comme qui travaille ça, ou bien que comment ça a coûté. Après, il fait l'équivalent quantité comme. Maintenant qu'on a sauvé comme sous compte. Donc, les clients donnent des informations de paiement. Donc, le client dit voilà, pas de problème. Donc, maintenant, la transaction qui n'est pas effectuée. Et puis, qui est sous OK. Donc, la transaction est effectuée automatiquement. Et puis, le système envoie un email bali. Par email, il dit que la transaction est effectuée. Donc, on vient produire tel. Donc, ça, c'est interaction qui gagne. Ça, c'est déroulement de scénario. Son scénario qui fait qu'on comprendre. On va le comprendre plus bien à tout à l'heure. OK? On allait bien là. Là, une maison est. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? La notion de qualisation. Donc, il dit une scénarisation. Une qualisation, c'est l'ensemble de scénarios réalisant un objectif d'utilisateur. C'est ensemble de scénarios. Il dit que qualisation, c'est ensemble de scénarios
Parce que dans déroulement, il y a plusieurs scénarios, il y a plusieurs activités qu'a fait, il y a plusieurs interactions entre système et utilisateur, là, entre le logiciel là et, et client. Donc, c'est que une localisation, c'est ensemble des scénarios réalisant un objectif de l'utilisateur. Donc, deuxième bagage, c'est que localisation, c'est fonctionnalité du système du point de vue de l'extérieur. Localisation, c'est fonctionnalité du système du point de vue de l'extérieur. C'est ça comme je dit tout à l'heure. Donc, UML fonctionnel là, il concentré sur la partie externe application. Sur comment l'application a déroulé. Par exemple, lorsque je suis dans ATM, qui ça me fait? Premier bagage que je me fait, je vais me montrer carte là. Donc, je ne fais qu'insérer ma carte. Après avoir inséré ma carte, donc, le système nous dit saisis votre code. Donc, je saisis le code. Donc, si le code me dit pas un problème, donc il dit qui ça va faire comme. Est-ce que c'est cash? Est-ce que c'est là? Il dit est-ce que c'est good? Je choisis cash. Bien, je l'aime choisir cash. Il dit après cash là, combien qu'on va retirer? Ok, il me fait 3 000 ou bien 10 000 good. Il me fait 10 000 good. Il dit ok, pas un problème. L'annexellement, et puis, je clique OK. Et puis, fiche la sortie. Donc, lorsque fiche la sortie, il sortit comme là. Donc, ça, ça son qualisation, ça son déroulement, ça son scénario qu'a fait là. Donc, c'est ça qui est intéressant dans la question déroulement, dans la question scénario utilisateur. Et puis, troisièmement, c'est au niveau des CI ou localisation, il y a acteur et système. Donc non-localisation, il y a deux éléments centraux. Et acteur et système. Donc, vous allez voir ça tout à l'heure. Il y a acteur et système. Qui est qui est acteur là? Qu'est-ce qu'un acteur? Regardez bien, regardez bien. Il dit qu'il y a un acteur. Qu'est-ce qu'un acteur? Un acteur, c'est une entité qui interagit avec le système ou l'utilisateur principal. Donc, acteur là, c'est le monde qui interagit là. C'est vous-même qui a le système qui interagit là. C'est l'utilisateur là. Il y a un acteur. Maintenant, ce que vous devez savoir, il y a plusieurs types d'acteurs. Il y a un acteur, il y a personne qui a un acteur, il y a un logiciel qui a un acteur. Parce que il y a un logiciel qui a communiqué en logiciel. Même si lorsque on prend un robot, donc son acteur qui est capable de jouer pour le système. Voilà. C'est là, hein? Donc maintenant, un acteur peut être une personne, chose, logiciel, visiteur et un élément extérieur du système, décrit. Donc, un acteur représente un rôle ou un acteur joue toujours un rôle au niveau du système et plusieurs rôles. Donc, un utilisateur qui a joué plusieurs rôles, qui a joué un seul rôle. Tout dépend, par exemple, lorsque je un système qui m'a créé pour l'université, j'ai un étudiant comme acteur, j'ai un secrétaire comme acteur, j'ai un professeur comme acteur, j'ai un employé comme acteur. Donc, tout le monde qui a fait action système, il est acteur. OK? Donc, maintenant, il dit que un acteur doit être toujours identifié par son nom au niveau du système. Donc, acteur là, il doit être toujours identifié par nom sous système. Bon, nous allons regarder ça tout à l'heure, pour que vous compreniez. Pas fini. Là, là, là. OK, on regarde bon. Il dit que localisation, c'est fonctionnalité visible et extérieure. Je dis que localisation, c'est action déclenchée par un acteur. C'est toute action qui est déclenchée par un acteur. Toute action nette qui a déclenché ce système. Tout ça qu'a fait, tout ça acteur a fait, tout ça employé a fait le système, tout ça étudiant a fait, tout ça professeur a fait le système. Tout ça directeur là ou bien administrateur là il y a ça localisation. Maintenant, il dit que la localisation est identifiée par une action. Donc, et localisation est identifiée par une action. Mais l'action doit être faite par un verbe à l'infinitif. Par exemple, on dit que authentifier, on dit imprimer, connecter, déconnecter. Ok, tout ça c'est un verbe capable de former un cas d'utilisation. Les verbes doivent être à l'infinitif. Donc, ce qu'il faut remarquer, c'est que la vision du système se centre toujours sur l'utilisateur. Donc, quelqu'un a un système qui a développé une vision centrée sur l'utilisateur. Il va centrer sur quel monde et sur l'utilisateur.
Donc, à partir des réalisations, on va y avoir des diagrammes de cas d'utilisation. Nous parlons comment ça fait. Bien rapide, parce que je prends des slides, trois slides, je vais nous aller et puis venir à faire pratique ensemble. OK. Maintenant, voici, nous avons dit que, pas oublier que nous avons dit que UML, son langage graphique, son langage symbolique. Maintenant, regardez-moi. Pour parler du diagramme de localisation, il faut voir avant tout ces éléments. Système. Système, non, il est représenté par un rectangle. Acteur, là, représenté par une image comme ça. Par une image comme ça. Voici l'acteur. Donc, il faut que c'est une image personne. Ça, c'est image système, non? Et puis, ça, c'est CIA. CIA, il est représenté en dans un cercle. Et puis, ça, c'est relation qui est. Ça fait qu'en dans le système, on a un diagramme qui est un système, qui est acteur, qui est localisation et puis qui est relation. Le système, c'est ça. Acteur, là, c'est ça. Localisation, c'est ça, c'est CIA. Et puis, relation, c'est ça. Ça. Yeah. Donc, on regarde pour nous rapidement. Exemple de diagramme de localisation. Voici un diagramme. Voici un diagramme là. Voici un diagramme de localisation. Voilà. Mais comment on fait? Là, vous mettez ça, système, et quand on prend système, vous prenez avant. Deuxièmement, voilà, mais le site de vente en ligne. Maintenant, actuellement, de placer à gauche. OK? Actuellement, de placer là. Donc, ouais, mais actuellement, de qu'on par exemple, le client, commander. Donc, c'est le verbe. Voici l'association de la relation. Voici les cellules et localisation. Donc, ce que vous devez remarquer, l'association, c'est la relation entre acteur et localisation. Donc, association, c'est une relation qui vient entre acteur là, qui c'est là, et localisation, qui c'est verbe là, à l'infinitif. Même qu'à dit, voilà, je vais commander produit. Ça, ouais, commander produit, là, elles sont localisation. Et commander produit, c'est localisation. Et puis, mais acteur. Qui a commandé le produit? Le client. Donc, le système, c'est un système de vente en ligne. Non système de placer en l'air, il doit placer en dedans, tout ça va venir de en dedans, en dedans système. Donc, c'est le nom du système. Donc, tout système doit identifier par nom, acteur là doit identifier par nom, et puis CIA doit faire avec un verbe et puis action. C'est-à-dire, commander produit, achat produit, authentification client, ok, authentifier client, bien, authentifier, ok, connecter, déconnecter tout ça. Et puis, nous allons inscription, par exemple, inscrire étudiant, bien inscrit, tout à fait. Donc, maintenant, voici de manière globale un système correct. Voici gestion étudiant, pour terminer. Voici un système qui nous montre la notion de diagramme de classe, la notion de diagramme de qualification. Regardez vous tout ça quand on est là, c'est qualification. Et puis, quand on est là, tout en les mafines construisent ça, on met qualification. Donc, maintenant, je dois avoir d'abord les CI et après, je dois construire le diagramme de manière complète. Regardez-moi. Premier diagramme que bien, c'est créer compte. Maintenant, c'est un système. Combien de monde qui a créé compte sur lui? Nous avons un système étudiant, employé qui a créé compte. Nous avons l'autre là qui est ADM, administrateur qui a créé compte. Nous avons un secrétaire qui a créé compte. Donc, tout ça, c'est acteur. Tout acteur, il doit faire action. Mais à partir de l'organisation, on a dit créer compte, connecter à un compte, ok, c'est de connecter, effectuer un paiement, ouais. Un étudiant effectuer un paiement, ouais. Effectuer, c'est le verbe est à l'infinitif. On va supprimer compte. Étudiant qui a supprimé un compte, donc tout dépend du compte qui va supprimer, tout dépend des comptes qu'il y a, et indiquer employé qui a supprimé compte tout, et indiquer employé, je vous démettre, créer compte, effectuer paiement, supprimer, modifier compte, ouais. L'employé peut supprimer son compte, peut modifier son compte, l'étudiant peut modifier son compte, tout dépend de la politique du système en question. Donc, il y a ça diagramme de localisation et en dedans, ça a les CI.
Donc, si nous construisons des CI avant de faire le diagramme, non, qu'est-ce qu'on fait? On va préciser tout diagramme, on va préciser tout CI. On va créer compte, premièrement, connecter à un compte, on va authentifier, effectuer un paiement, ok, supprimer un compte. Ouais, on donne la caméra imprimer paiement, parce que l'étudiant a imprimé le paiement dans le nouvelle, tout ça. Donc, c'est qu'on soit capable de construire un diagramme de cas d'utilisation. Donc, s'il y a, s'il y a quelques questions, ah ouais, une très belle question. Maintenant, ce que vous devez remarquer ici, étudiant capable, un étudiant capable de plusieurs modules, parce que ça va demander qui va les actions, étudiant ça va le faire. Maintenant, capable de finir à étudiant, on capable de créer compte comme étant un module. Deuxième, donc, on a étudiant qui a créé compte, son module qui est finalisé. Deuxième, on peut mettre, tout mettre. Oui, donc, on peut tout mettre, parce que il y a un module qui entre dans l'autre. Connecté, par exemple, connecté à un compte. Donc, si étudiant qui a créé compte, il faut le connecter. On peut tout mettre ça en dedans. Mais qu'on y a, et effectuer paiement, ça sont capables de mettre le nom module là, tout dépend de politique équipe là. Voilà. Maintenant, ou bien capable de dire, ma fille a étudié en net comme étant politique, donc tout dépend de ça au moment là, mais on est capable de choisir tout. Comme ça, après ça, on prend emploi et au final, tout employé. Maintenant, on prend l'autre module. Voilà, donc c'est qu'on s'en fait. C'est ça qui. Donc ça va mettre que, voilà, ça va mettre que vous êtes capable de développer l'application. L'application commence à développer sans que vous même commencer à coder. C'est l'avantage du modèle écrit. Et l'aime tout, m'a fait, les nous dans l'autre séance, n'a pas le logiciel pour nous capable de faire, même si qu'on fait. OK? Donc, c'est ça. Donc, parce que, mais il y a quelques logiciels à savoir. On finit. Donc, mes logiciels, c'est ma StyleUML, ArgoUML, LucidChat et bien Microsoft Visio. Donc, quand je dis, il y a ça pour capable faire construire des diagrammes de cas d'utilisation. Voici. Oui, il est très facile à télécharger. StyleUML, mais c'est StyleUML. Non, LucidChat ou bien StyleUML. OK? Donc, je vais avec nous, je vais faire avec nous sans problème. Mais nous sommes capables de télécharger tout, mettre là pour nous capables de faire avec nous. Télécharger StyleUML ou bien LucidChat. Oui, mademoiselle. Non, pas, ils sont 9. 109. Ok, oui, pas de souci. Là, là, là. Ça aussi cardisation. Ou CI ou bien cardisation. Maintenant, tout ça aussi cardisation. Maintenant, lorsque je fais tout ça ensemble, évidemment, mon diagramme de cardisation. Voilà. Et rigolo dans OK. Est-ce qu'on peut parler plus fort? Ah, OK, good. Maintenant, comment vous connaissez que on ne peut pas avoir un diagramme de cardisation sans avoir les cardisations. Au départ, il faut déterminer l'acteur du système. Il faut déterminer l'acteur. Deuxièmement, il faut déterminer les cas d'utilisation, le nom du système pour construire le diagramme de cas d'utilisation. Bravo. Donc, c'est un plaisir. Donc, je pense que on vous a fourni un devoir d'intra. Donc, faites ceci, envoyez cela. Et je vais vous donner les notes. Mais maintenant, si, est-ce qu'on peut travailler? Je crois qu'on va travailler demain, ouais. On aura un coup de main et pour avancer avec les séances. Donc, oui, en fait, demain, c'est à quelle heure demain matin? Je crois que c'est
Ah oui, 11 heures, 11 heures, ok, 11 heures. 11 heures, 1 heure. Est-ce que nous faisons devoir, est-ce que tout le monde finit avec devoir, est-ce que tout le monde finit avec devoir base de données? Oui, oui. On voit le beaucoup. Yeah, oui, 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 oui. Hein. Ah, mais non, non, mais nous me planifier. Je serai présent parce que nous devons, en fait, nous devons, tout le temps nous commençons à bonne étape parce que nous supposé, nous avons le pour me préparer. Donc, ouais, moi qui ai oublié jeudi pendant ma préparation en conférence, c'est pas fait. Donc, m'attends nous à 10 heures du matin. Demain. Non, mais on a fait demain 10 heures, donc tout le monde marche avec laptop, yo, connecté, vient avec base de données, yo, et puis on est capable d'avancer. Mais est-ce que tout le monde fait un projet? Devoir me débattre, parce que si vous avez un autre devoir encore, dans ce moment, on a un autre devoir là pour entrer, hein. Ah, et nous, toi, faire? Eh ben oui, demain, c'est un travail sur quelques modules, parce que là, on a devoir qu'on débat la porte qu'on gagne. Je vais il faut nous montrer M. Peniel, yo. Ok. Yeah, d'accord, à demain. Bye bye.